C'est notre fille. Qui sont ces gens? Elle ne nous avait jamais vus. Il y a 7 ans, quand elle a été portée disparue, elle était aveugle. Maman? Vous vous souvenez du déroulé des événements qui ont mené à votre disparition? Je veux que vous fermiez les yeux. Je veux que vous imaginiez tout ce que je vais vous raconter comme si vous l'aviez vécu. Comme si vous étiez avec moi. Comme si vous étiez moi. Salut, c'est Ronan Cros, je suis journaliste et critique de cinéma et de séries, je suis le rédacteur en chef et le présentateur du Cercle Série sur Canal+. J'écris depuis plusieurs années pour le magazine Cinématiseur et Trois Couleurs et j'enseigne l'histoire du cinéma à l'ESSEC à Paris. Alors quand on m'a demandé une reco science-fiction, j'ai tout de suite pensé à cette série, parce que c'est la série que je recommande quel que soit le genre demandé. Ça s'appelle The OA et je crois que c'est l'une des œuvres qui m'a le plus fasciné, bouleversé, questionné depuis ces au moins 10 dernières années. Vraiment, quand on me parle de série, je commence toujours par parler de The OA. À mes étudiants, je parle de The OA. Pour moi, c'est l'œuvre la plus contemporaine, la plus passionnante. Elle est celle qui est l'équivalent pour moi du choc que j'ai vécu en 2001 en voyant au cinéma Mulholland Drive. Et bien là, c'était sur Netflix, les 2 premières saisons de The OA. C'est une série qui est difficile à résumer, à pitcher, même si je crois justement que c'est peut-être ça sa force et son sujet. Peut-être pour commencer à comprendre ce qu'est The OA, il faut partir de ses créateurs. Alors la série est signée d'un duo qui s'appelle Zal Batmanglij et Brit Marling. C'est un duo qu'on avait découvert au cinéma parce que ils se sont rencontrés dans une fac de cinéma. Ils sont tombés amicalement en amour de leurs talents respectifs et ils travaillent ensemble autour justement de cette question de la science-fiction et ils ont écrit un film qui s'appelle Sound of My Voice, qui était un peu leur film de fin d'études, qui est une espèce de plongée au cœur d'une secte dirigée par cette scénariste, réalisatrice, actrice qui est Brit Marling et c'est Zal Batmanglij qui est derrière la caméra et en fait on rentrait comme ça dans cette secte avec eux. C'est un film troublant, inquiétant, bizarre qui pose un peu déjà les prémices de ce que sera The OA. Le film avait fait la tournée des festivals et était devenu vraiment une espèce de sensation indépendante américaine. Et puis, quelques années plus tard, Netflix les a récupéré leur projet. Alors, c'était l'époque où Netflix avait tout intérêt, justement, à récupérer cette jeune génération, ces jeunes talents, et à aller là où les autres n'allaient pas. Et c'est tout ce qu'est The OA, effectivement. C'est une série qui ne ressemble à aucune autre, qui est à la fois très inspirée du cinéma. Les 2 créateurs ne parlent d'ailleurs absolument pas de saisons, mais de parties. Ils ne parlent pas d'épisodes, mais de chapitres. On est vraiment dans une œuvre étrange, au croisement entre le cinéma, la série, le roman, et c'est je crois tout ce qui à mon avis plaisait à l'époque à Netflix, une série inclassable, irrésumable, une sorte de pure expérience contemporaine de récit. Vous n'aurez pas vu, la série s'ouvre par une vidéo, on a l'impression qu'elle est prise au téléphone portable, un format comme ça extrêmement reconnaissable, et puis on est sur un pont, et tout d'un coup on voit une femme qui va se jeter d'un pont, elle nous regarde, elle saute, et puis la série commence. C'est cette image-là qui est une sorte de choc pour le spectateur. Elle est le centre de The OA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qui fait qu'elle nous choque, qu'est-ce qui fait qu'elle nous emmène, et c'est quoi une histoire. Voilà tout le sujet de cette série. Qu'est-ce qu'une histoire? Qu'est-ce qui fait qu'on croit à une histoire? Et pour ça, on va suivre le chemin d'une rescapée, d'une femme qu'on pensait disparue, qui revient, qui était aveugle et qui tout d'un coup a recouvré la vue. Et cette femme va avoir besoin de raconter son histoire, de créer une sorte de groupe autour d'elle, dans le grenier d'une maison abandonnée, et elle va petit à petit rassembler comme ça une sorte de famille de personnages tous disloqués, tous malades, tous fatigués, tous blessés, et par le pouvoir de ses mots, par le pouvoir de son histoire, elle va les rassembler. Et ce qui est très fort, c'est que, en fait, cette série, qui au départ paraît comme ça extrêmement linéaire, va en permanence éclater, partir dans tous les sens. En fait, The OA emprunte à la Scheherazade des Mille et Une Nuits, puisque cette héroïne, à nouveau jouée par Brit Marling, est un personnage qui va raconter son histoire qui s'ouvre par un générique au milieu du premier épisode. Moi, je me souviendrai longtemps de la façon dont ce premier épisode, ce générique a démarré, et où tout d'un coup, la série semble ouvrir les portes d'un monde, et on va suivre donc l'histoire de ce personnage, cette histoire tragique,
inquiétante, avec une sorte de gourou qui l'enlève, avec une histoire d'amour, une histoire de séquestration, mais aussi une histoire de science-fiction, d'au-delà, de monde parallèle ou de monde étrange. Et ce qui est très fort et ce qui est très surprenant dans cette première saison de The OA, c'est que tout ça n'est que peut-être une pure histoire. Et c'est la beauté de ce récit inventé par Zalbat Manguish et Brit Marling, qui est au fond, qu'est-ce qui fait qu'on croit à cette histoire? Est-ce que, comme les personnages petit à petit qui écoutent tous les soirs cette femme leur raconter son histoire, on a envie en fait que ça fonctionne, on a envie de savoir la suite. Et quelque part, Zalbat Manguish et Brit Marling mettent en abîme dans cette première saison notre place de spectateur de série à suivre, comment on suit le récit, comment on a envie que les péripéties avancent, comment on a envie que les personnages finissent par aboutir à leur quête. Et ce qui est très étrange, c'est que petit à petit, ça s'immisce le doute, la question peut-être que depuis le début, ce que nous voyons n'est peut-être qu'une mise en abîme d'une fausse fiction, peut-être que, en fait, cette femme est folle, peut-être que cette femme ment. Magnifiquement, la série va faire de la croyance à la fiction un principe de survie, dans une scène, dans un dernier épisode de la première saison qui est phénoménal. C'est une scène bouleversante, dont je ne révélerai pas ici les enjeux, mais qui, à travers un pur geste de fiction, pour ne pas trop le révéler, une danse qui va devenir évidemment extrêmement symbolique de la série, tout d'un coup, fait le pont entre la pure fiction, le pur monde merveilleux, et puis la réalité brutale, tragique, et peut-être que la croyance dans la fiction, c'est ce qui pourrait nous sauver. Cette première saison se finit dans une espèce de choc du spectateur. On est fasciné par la façon dont la série n'a eu de cesse de raconter sa propre existence. On a attendu longuement la saison 2, et puis elle est arrivée. Elle est encore plus complexe, plus étrange. Elle s'intéresse cette fois-ci par un jeu de passe-passe scénaristique à la question justement du mystère. Qu'est-ce qui fait mystère? Qu'est-ce qui donne envie d'en savoir plus? On y croise un jeu vidéo un peu meurtrier, un monde parallèle, des personnages nouveaux, et à chaque fois, une deuxième saison très sous emprise David Lynch, notamment. Les spectateurs de cette deuxième saison se souviendront toujours de cette scène avec une pieuvre. Il y a vraiment quelque chose dans The OA qui dépasse l'imaginaire et qui est vraiment toujours au croisement entre justement la fiction, la science, le rêve, la métaphysique, et constamment tout ça dialogue de manière assez subtile et en même temps toujours très spectaculaire. Ce qui est très fort, et moi ce qui me bouleverse avec The OA, c'est la façon dont constamment le public est sommé d'être sidéré par les images, ou en tout cas de se laisser aller par ces images, d'y croire ou de ne pas y croire, et de questionner sa place de spectateur. La fin de saison 2, sublime scène et à nouveau choc de spectateurs, a laissé évidemment tous les fans de cette série comme moi en deuil, puisque elle ouvrait des portes incroyables via notamment le personnage d'Irene Jacob, qu'on découvrait dans cette saison 2 comme un personnage qui allait devenir une sorte de fil rouge, puisque Netflix a malheureusement arrêté la série. Trop ambitieuse, trop complexe, trop singulière. L'ère Netflix avait changé. Zalbat Manguish et Brit Marling, leur liberté, leur singularité n'étaient plus, en tout cas, à la mode Netflix. C'est bien dommage parce que Netflix a fauché en plein vol ce qui semblait et ce qui est pour moi l'une des œuvres sérielles les plus passionnantes, les plus singulières, les plus belles, les plus fortes. Une pure série sur l'art de raconter des histoires, sur le pouvoir de raconter des histoires. Deux saisons d'un chef-d'œuvre. On attend cette année, en tout cas en 2023, le retour de Zalbat Manguish et Brit Marling dans une série qui s'annonce cette fois-ci policière, ça s'appelle The Retreat. On a évidemment très très hâte de découvrir ce qu'ils vont faire. À chaque fois avec eux, on est surpris, c'est singulier, ça va jamais là où on l'attend. Je crois que c'est tout ce qu'on attend d'une fiction aujourd'hui. Je n'ai pas disparu. Je suis restée présente tout du long. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite a été de croire que si je tendais un beau filet, je n'attraperais que de belles choses. Je me souviens de tout. Si les journalistes cinéma dans le mensuel Teaser et le journal Trois Couleurs, Renan Cross aborde aussi avec passion l'univers de nos séries favorites.
Host et rédacteur en chef du Cercle Série sur Canal+, il y décortique tous les mois et en compagnie de ses chroniqueurs et chroniqueuses l'actualité sérielle. Retrouvez les projets de Renan Cross en description de ce podcast et la série The OA sur Netflix. Bonus. Trax.